bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live autour de l'excellence du coaching. Je suis Nathalie Lourdel, la directrice de l'école IR, l'école Un autre regard. Je suis coach et superviseur. J'ai créé autrement ma société en 2005 et j'accompagne beaucoup de collectifs autour de tout un tas de sujets. Et Mathieu, je te laisse te présenter. Alors, ça me fait plaisir de vous revoir. Je suis coach professionnel et superviseur spécialisé sur le continuum du haut potentiel, de la multipotentialité, de l'Asperger, des profils atypiques. Et je suis très heureux de faire partie de l'école en tant que responsable pédagogique pour la partie haut potentiel. Très bien. Alors, bienvenue à tous. Je vois que vous êtes déjà plusieurs à être connectés. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires et à chaque instant, j'essaie de regarder au fur et à mesure pour pouvoir y répondre parce que notre but, c'est aussi d'avoir un échange libre et ouvert avec vous autour de ce sujet qui nous passionne, le coaching. Et, euh, et donc, du coup, nous répondrons à vos questions. Merci à vous. Vous pouvez aussi juste nous saluer, ça nous fera plaisir. Donc, une première question pour toi, Mathieu. Pour toi, c'est quoi le coaching d'excellence? Alors, ça va être un de nos thèmes importants ce midi. Le coaching d'excellence, je vais vraiment aller au plus simple. C'est la personne qui, dans la relation avec le client, rayonne tranquillement comme un petit soleil. Elle se sent bien, elle écoute son intuition. Elle s'autorise à être libre dans la relation avec l'autre, ce qui implique une grande sécurité intérieure, une sécurité ontologique, on pourrait dire. C'est ça, je dirais, le coaching d'excellence en premier lieu. C'est cette manière dans la relation d'être, de rayonner. Et j'ai vraiment l'image, plutôt que faire une liste à la Prévert qui ne vous parlerait pas, la métaphore qui me vient, c'est une boule d'énergie, une boule de lumière. Ça, c'est votre vrai self. Et souvent, pour les coachs qu'on accompagne, il y a une petite écorce à l'extérieur, c'est le faux self. C'est la personne au potentiel qui s'est adaptée pour être aimée toute sa vie. Et sans s'en rendre compte, elle peut rejouer ça dans la relation de coaching. Ne pas se sentir légitime, vouloir donner des outils à son client pour se sentir légitime. Et du coup, il va y avoir une barrière dans la relation, parce que cette barrière, elle ne fait que refléter la barrière qu'il y a eu pendant l'enfance, en fait, pendant tout le développement de la personne. Et ce qu'on vous apprend à travers cette école, et ce qui nous tient à cœur, c'est que vous puissiez dépasser cette petite écorce qui est le faux self, toute cette adaptation, pour rayonner tranquillement votre énergie, être vous-même. Et en fait, on ne va pas parler de coaching, parce qu'il y a trop de coachs sur LinkedIn, on va parler de votre coaching. Et votre coaching, ça peut se voir comme quelque chose complètement autre qui va vous permettre de créer un océan bleu sur le marché. C'est qu'on va vous encourager, bien sûr, on respecte tous un cadre éthique qui est le cadre ICF par exemple, et c'est un cadre qui laisse énormément de liberté. Et ce qu'on vous encourage à faire, c'est trouver votre style à vous à l'intérieur de ce cadre qui va vous permettre de trouver vos clients, vos missions à vous. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre? Je pense que j'ai dit l'essentiel dans un premier temps. Alors du coup, moi sur cette question de l'excellence en coaching, je trouve que ce qui est important, c'est de comprendre qu'un coach, son principal outil de travail, c'est lui-même. Donc du coup, ça veut dire quoi? Savoir être un coach qui vise l'excellence, c'est-à-dire travailler sur soi. C'est que si on considère que le coach est comme un miroir qui renvoie des éléments à son client pour l'aider à grandir, à mieux se connaître, ben, si le miroir n'est pas propre, n'est pas nettoyé, n'a pas travaillé sur lui, ben, il va y avoir une déformation. Donc, ça veut dire que dans les formations au coaching que nous proposons, on va aussi parler de psychologie, de cohérence entre sa tête, son cœur et son corps, qui on est, qui on a envie d'être. Et du coup, plutôt que travailler sur vous donner une liste d'outils et vous faire travailler les outils, on va vous aider à vous transformer vous-même pour être serein dans l'accompagnement d'un autre être humain. Parce que finalement, le sujet du coaching est essentiellement là. Comment j'accompagne en étant serein, en étant dans l'accueil, dans l'écoute de l'autre, comment je trouve une posture d'équilibre pour pouvoir être pleinement présent à l'autre. Donc une des clés pour nous, elle est là. Et ça veut dire être présent aussi à mes ressentis émotionnels, à mes intuitions. Et du coup, c'est une question que j'aimerais creuser. Et là, je vois une première question, Mathieu, donc j'en profite pour tout de suite. Oui. Merci à Nathalie qui nous pose cette question. Vouloir donner des outils à ses clients, c'est encore plus difficile quand ils en demandent pour se rassurer eux-mêmes. Effet miroir, je trouve Oui. ça très déstabilisant du coup. Et je te propose de peut-être réagir à ça. Effectivement, on a des clients qui veulent une boîte Oui. à outils, une solution. En fait, ils appellent un coach, mais ils veulent un consultant qui leur donne une solution toute clé en main. Qu'est-ce que tu réponds à Nathalie? Je dirais qu'ils veulent peut-être un père symbolique aussi qui leur dit quoi faire parce que c'est ce qu'ils ont que trop vécu.
Et donc, on a toujours tendance, même à un niveau très inconscient, à vouloir revivre la même chose, même si ce que l'on a vécu a été négatif. Et là, une option possible pour la personne coach, alors ce n'est qu'une option possible parmi bien d'autres, c'est de dire, si vous aviez ces outils, qu'est-ce que ça rassurerait en vous? Comment vous pourriez vous sentir? Ah, je me sentirais plus légitime, pour manager, par exemple. Et là, on va aller travailler sur le fond du sujet plutôt que sur la demande d'outils. Ça peut être une approche. Oui, on parle beaucoup en coaching de demande et de demande cachée. Donc, j'ai un chapitre de mon livre qui s'appelle «Le coaching» qui détaille ça, mais en gros, il y a toujours la demande officielle et derrière, ça vient chercher une insécurité, autre chose et donc du coup, c'est comment je travaille là-dessus pour faire grandir, la personne que j'accompagne, donc un vrai changement de type 2, de manière à ce qu'on résolve, on mêle pas un pansement sur un petit problème, mais de manière à ce qu'on, cicatrise la blessure qu'il y avait derrière. C'est un peu ça l'idée derrière ça et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que Nathalie me dit qu'elle est déstabilisée et je pense que c'est aussi important pour les coachs de reconnaître ça. Pour moi, un coach d'excellence, c'est un coach qui reconnaît qu'il y a des moments où il va être surpris ou déstabilisé, il est face à un autre être humain et il y a toujours des sujets qu'on n'a pas encore évoqués ou traités ou qu'on ne sait pas comment gérer. Donc du coup, ça va être très important de reconnaître quand je suis déstabilisée, bah, le professionnalisme veut quoi? Bah, que je puisse en parler à un superviseur de manière à prendre conscience de ce qui s'est joué, on parle d'éco-systémique, et de pouvoir les traiter de manière à ajuster mon positionnement avec ce client pour les prochaines séances ou quand d'autres situations similaires se présenteront, pouvoir renforcer ma pratique en ayant compris ce qui s'est joué pour moi dans cet échange où ce client m'a déstabilisé, m'a mis en inconfort. Et c'est ça qui va faire de vous un coach professionnel, c'est-à-dire c'est de se former en permanence, être supervisé pour continuer à grandir. Je le dis souvent, mais pour moi, on ne peut pas être un coach si on ne change pas. C'est-à-dire que j'ai appris, je suis allée à l'école, j'ai appris mes outils, j'ai ma boîte et j'applique, et je ne bouge plus. Ben, je demande à mes clients de bouger dans leur pratique alors que moi, je suis figée quelque part. Donc il y a une incohérence quelque part. Et du coup, un vrai problème de fond. Si vous n'évoluez pas vous-même, si vous n'êtes pas capable d'apprendre, de parler la langue de votre client, ça veut dire se réinventer, recréer des outils sur mesure pour vos clients, vous pouvez vite vous retrouver dépassé ou déstabilisé par des personnes qui ne fonctionnent pas comme vous. Nous, ce qu'on vous propose, c'est plutôt d'apprendre à s'adapter, à parler la langue de chaque client. C'est comme si chaque être humain a une langue un peu différente. Et du coup, c'est plutôt cette posture d'ajustement à l'autre, d'adaptation qui va être utile pour moi quand on veut être coach. Alors, je regarde s'il y a des nouveaux commentaires. Bonjour à tous. Merci. Alors, Nathalie répond, elle dit en effet, merci pour cette option plus constructive que celle que j'ai formulée à ma dernière cliente, même si elle a compris que les outils n'étaient pas la solution. Je Donc, peux ajouter une option peut-être, oui, une autre option, même si effectivement la supervision, c'est absolument fondamental. Évidemment, je suis aligné là-dessus. Une autre option, ça pourrait être de dire: «C'est marrant, je pourrais me sentir moi en manque de légitimité quand vous me dites ça, ou je pourrais me sentir déstabilisé quand vous me dites ça. Est-ce que vous l'avez déjà vécu cette relation? Est-ce que dans vos relations aux autres, vous pouvez déstabiliser les autres peut-être sans vous en rendre compte?» mm, mm, C'est-à-dire, c'est de prendre ce qui gêne, non pas beaucoup de hauts potentiels qui sont coachs prennent ce qui les gêne comme un manque de compétence de leur part, alors que c'est un grand malentendu, ce n'est qu'une perception très fine du sujet, du fond du client et il suffit de le remettre dans la boucle systémique et de dire: «C'est marrant, je ressens ça, faisons un méta là-dessus ensemble». De le voir comme un outil finalement plutôt que de le voir comme, «J'arrive pas à être coach, comme je voudrais». et effectivement, il y a toujours à s'interroger en fait quand on est un petit peu déstabilisé par un coaching, c'est sur quelle partie je peux encore grandir, comment je prends conscience de ça pour m'aider, moi, à progresser finalement dans ma pratique. Je pense qu'on peut le prendre comme ça aussi. Si on a cette Ouais. intelligence d'analyser, de débriefer, ça va donner cette richesse. Du coup, je propose qu'on poursuive sur comment le coach peut utiliser son intuition, comment toi tu perçois, aussi pour les hauts potentiels et pour les gens qui ont une hypersensibilité, comment utiliser ça au service des gens qu'on accompagne. Comment utiliser l'intuition? Je dirais, alors il y aurait énormément de choses à dire. Ça peut être un signal très fin, l'intuition, qui vient du corps.
qui vient des émotions aussi parfois. Chacun a une intuition différente et chacun a une palette d'intuitions différentes. J'ajouterais aussi qu'une intuition, pour vérifier si ce n'est pas une rationalisation, ce n'est pas pour réparer une injustice, ce n'est pas quand vous êtes persuadé de quelque chose, là ça ressemble à du mental, et c'est tout un travail à faire, qu'on vous apprend à faire aussi, de distinguer le mental qui peut se déguiser en intuition, de véritable intuition, c'est cette information qu'on reçoit et qui peut être ultra politiquement incorrecte, qui peut être tout le contraire de ce que vous aimeriez penser parce que vous êtes encore en faux self et il faut penser comme ci et comme ça, et pourtant c'est la vérité. Et dans la relation avec le client, ça peut être juste, même quand c'est... Nathalie pourrait donner des exemples, on a des exemples passionnants là-dessus, de choses qui nous passent par l'esprit comme ça, on se dit, je vais quand même pas dire ça, et on le dit, et ça ouvre une porte qu'on n'aurait pas imaginée. Et effectivement, des fois, l'intuition, c'est une petite idée qui vous vient dans la tête. Je peux donner un exemple. Une fois, j'avais une cliente qui, je sais pas, elle avait une forme de lamentation, elle tournait un peu en boucle dans les explications. Et puis, assez bizarrement, j'avais une musique dans la tête de Souchon, j'ai 10 ans, puis le truc revenait en boucle. Je me disais, c'est bizarre quand même. Puis je me suis dit, bon, c'est un peu exotique, mais allez, euh, j'ai euh, j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé la chanson sur l'enceinte, puisqu'on était dans mes locaux, et j'ai mis la chanson de Souchon, et ça lui a fait comme un électrochoc, effectivement. Elle s'est reconnue dans ce côté, elle se plaint d'un truc de l'enfance, et que là, elle est professionnelle qui crée son activité, et elle a vu le décalage entre sa position, après on a pu parler d'analyse transactionnelle, position enfant, parent, adulte, et elle a vu à quel point elle se positionnait dans une position enfant, et donc du coup, comment réajuster pour se remettre d'adulte en adulte. On a pu un peu creuser le sujet après. Donc vous voyez que des fois, le coaching, c'est pas essayer d'appliquer un outil, par exemple là, la T, c'est plutôt de façon pédagogique de commencer à débriefer avec la personne sur son positionnement, et après peut-être lui donner les clés de lecture sur le positionnement parent, enfant, adulte, et creuser avec elle sur qu'est-ce qu'elle veut avoir comme attitude. Donc c'est pour moi une approche qui permet à l'autre de prendre conscience de certaines choses. Alors, on a des nouvelles réactions. Euh, donc là, Je il vais y a... peut-être intervenir sur une chose avant la réaction, c'est que ce qui est passionnant dans ce que tu viens de dire, c'est que tu relis finalement la liberté au sens de l'analyse transactionnelle et l'intuition. Et c'est deux sujets qui pourraient sembler un peu déconnectés alors que tout est vraiment lié. Et c'est pour ça que dans cette école, le travail que vous allez faire, c'est pas seulement d'ajouter une corde à votre arc pour développer une compétence et des outils en plus, c'est changer à l'échelle de votre vie, être libre à l'échelle de votre vie. Souvent, les personnes coach qui ne se sentent pas légitimes ont des relations toxiques dans leur couple, en fait, dans leur famille, et ils ne se sont pas libérés de ça. Et quand on ne s'est pas libéré de ça, ça se trouve évidemment en reflet systémique avec le client. Et même si on essaye de faire la part des choses, on reste une personne en entier. Il n'y a pas la personne coach, la personne de la vie personnelle. Finalement, on est une seule personne. Et tout le travail va être en profondeur de s'autoriser à être libre dans sa vie, notamment, et on pourra en parler ensemble, en se donnant les moyens de réussir dans son activité, en se laissant un espace-temps suffisant pour développer son activité de coach. Et quand on se sent pleinement libre au sens de l'analyse transactionnelle dans sa vie en général, quand on est face au client, il n'y a plus cette relation de dépendance à la famille, c'est-à-dire que le client, il ne paye plus pour le père ou la mère, il paye pour la personne coach, ce qui est quand même mieux pour le client, et le coach va se sentir, comment dire, va beaucoup plus écouter son intuition. Mm, mm. Et du coup, on a plusieurs réactions. Alexander nous dit qu'il y a des gens qui disent que les domaines où nous rencontrons le plus de difficultés sont exactement ceux où nous pouvons apporter le plus aux autres en tant que coach. Alors je dirais oui, et je préciserai peut-être. Parce que quand vous rencontrez une difficulté en tant que coach, je vais donner un exemple. J'accompagne des coachs qui démarrent leur activité de coach, donc je suis leur superviseur. Et quand ils sont face à des clients qui eux-mêmes se retrouvent avec des difficultés financières, il y a comme un écho. Effectivement, le sujet est un peu le même, donc ça peut être difficile pour le coach de prendre ce recul, cette qualité d'analyse méta et de distanciation, parce qu'il y a l'émotion qui est la même, le stress lié à l'argent. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre que oui, vous allez apporter le plus à votre client parce que c'est ce dont il a besoin, si vous reconnaissez votre difficulté et vous êtes capable vous-même de le traiter en supervision. Parce que si vous pataugez
et que du coup, le client ne va pas avancer non plus puisque vous n'avez pas avancé sur le sujet. Donc moi, je dirais qu'on accompagne bien les clients sur les sujets qu'on a soi-même traversés, sur les difficultés qu'on a dépassées. Et peu importe laquelle, hein, ce que ce soit sur la procrastination, sur le rapport à l'argent, sur le oser avancer. Moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur oser créer et oser montrer ce que je fais. Et du coup, ça permet d'accompagner des clients sur libérer leur propre créativité et oser aller plus loin dans leur parcours. Donc oui, on accompagne bien, on devient excellent sur tout ce qu'on a dépassé. Et du coup, il y a Séverine qui nous parle de la troisième écoute. Et j'ai envie de vous donner une petite clé. On va parler de la quatrième écoute. Donc le premier module de l'école IR Devenir Coach, c'est sur l'alliance et la qualité d'écoute. Et c'est un post que j'ai déjà partagé sur le cœur. Le cœur du métier du coach, c'est écouter, écouter, écouter et écouter encore. Je vais vous parler de 4 niveaux d'écoute. Donc, je vais vous partager ce document. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous voulez aller plus loin, donc vous pouvez retrouver des éléments sur le blog. Donc, en allant sur autrement.com, dans la partie blog, vous retrouvez des illustrations et certains éléments que j'évoque dans le livre. Mais ce qui va être clé, et ce que nous, on veut partager dans cette école, c'est de l'appliquer. C'est-à-dire que comprendre la théorie, c'est bien, ça reste dans la tête. Ce qui va être important, c'est de le mettre en pratique et d'avoir un coach superviseur, donc Mathieu, moi, Chloé, Olivier, qui vont vous aider à comprendre là où vous êtes ajusté, là où votre niveau d'écoute est encore à développer. Donc la théorie, je vous la montre. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est ce qui fait un coach professionnel, c'est la pratique, la pratique, la pratique. Donc, le cœur du métier de coach, donc c'est écouter donc l'explicite. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, je vais dézoomer. Du coup, ça veut dire quoi? Écouter évidemment les mots, ce que dit votre client, les éléments du contexte, sa difficulté dans sa posture managériale. Mais c'est aussi écouter le non-verbal, les gestes. S'il vous dit tout va bien avec les bras tout croisés et un peu comme ça, vous devez comprendre que quelque part, il n'est pas encore peut-être prêt à vous livrer ce qui ne va pas. Il a besoin de temps pour pouvoir vous faire confiance. Et voilà. Donc l'intonation, les gestes, vous voyez, il y a ce premier niveau d'écoute. Ensuite, je dirais qu'il y a l'écoute du cadre de référence. Au regard de votre client, il est venu vous consulter pour un coaching. Qu'est-ce qui est vraiment important pour lui? Quelles sont ses valeurs, ses cadres de référence, ses croyances limitantes aussi? Parce que souvent, c'est ce qui l'empêche de réussir. Parfois, on dit que ce qui empêche les gens de réussir, c'est la peur de réussir, justement. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous voyez, si vous détectez ça en écoutant finement votre client, qu'il a peur de réussir et des conséquences que ça aurait pour lui, c'est d'écouter cette croyance et de voir comment vous allez l'accompagner à identifier ça et à regarder s'il veut la dépasser ou pas. Après, il y a évidemment l'écoute des émotions, dont on a beaucoup parlé. C'est quelles émotions observables, quels sont les ressentis de mon client. Et ensuite, le niveau plus fin, celui qui est au cœur du cœur, c'est ce qu'on appelle les échos systémiques en coaching, c'est qu'est-ce que la présence de ce client fait en moi? Comment je vous donne un exemple. Une fois, j'accompagne une jeune femme. Elle était en train de parler d'organiser une réunion de service. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai une accélération cardiaque. Je me dis, je ne me sens pas bien, qu'est-ce que j'ai là? Et en fait, j'étais en écho avec elle, c'est-à-dire que elle est en train de stresser rien qu'à penser à l'organisation de cette réunion. Et du coup, en écho, mon cœur s'est accéléré. Et du coup, je lui ai partagé ça. Tiens, quand vous me parlez de cette réunion, c'est marrant, j'ai comme un peu de palpitations et je me sens un peu oppressée. Et elle me dit, ah bah oui, mais c'est exactement ce que je sens, rien que d'en parler. Je stresse à l'idée d'organiser cette réunion. Et vous voyez là, du coup, le partage de mon ressenti en présence de cette personne a permis qu'on aille tout de suite au cœur du sujet. C'est la peur finalement qui était là. Et après, savoir pourquoi, je ne vais pas détailler ça, mais vous comprenez que là, la qualité du coach, c'est dans son écoute fine de son corps et de ses ressentis émotionnels et dans le partage que je peux faire à l'autre de manière à lui être le plus utile possible sur quelque chose peut-être qu'elle ne s'avouait pas elle-même. Elle parlait très vite, mais elle n'avait peut-être pas identifié que c'était de la peur en fait. Et du coup, après, on a pu décortiquer d'où venait cette peur, comment
se rassurer peut-être par rapport à cette peur. Et voilà. Est-ce que toi, tu veux ajouter quelque chose, Mathieu, sur les émotions? Là, j'ai rien à ajouter en particulier. Du coup, je te propose une question autour du cadre éthique. Comment toi tu vois l'école et ce besoin de cadre éthique? Comment ça te paraît, quelle clé tu as envie d'amener aux personnes qui nous écoutent? En termes de cadre éthique, la première chose qui me vient, c'est la liberté dans la relation à l'autre va être fortement liée à ce cadre éthique. Il ne suffit pas de respecter une déontologie et de se dire: «Je vais faire attention à chaque critère». Ça, ce serait par le mental. C'est que l'éthique, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. On va apprendre à ne pas projeter, par exemple, sur l'autre, ce que l'on pense, à ne pas lui donner un conseil. Mais c'est extraordinairement profond ce qu'il y a derrière cette notion toute simple de ne pas projeter, parce que ça va demander soi-même de se dire qu'on peut se tromper, qu'on peut avoir construit des croyances depuis l'enfance sur la base de sa propre classe sociale, sur la base de ses loyautés familiales, qui finalement n'a pas de sens en fait, et qu'on pourrait changer de croyance aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui se joue à un niveau métaphysique aussi, c'est cette transformation quand on devient coach, de se dire qu'on peut s'être trompé et qu'on va s'ouvrir de multiples possibilités de croyances. Et c'est cet état-là qui est relié à la sécurité ontologique pour moi, qui va permettre d'être éthique dans la relation à l'autre, de se dire que ce qu'il apporte est juste. L'éthique, c'est, tu le disais Nathalie, c'est parler dans le langage de l'autre. C'est par exemple une personne quand elle parle avec un langage très mathématique et qu'elle ne comprend pas trop notre vocabulaire un peu de coach avec les émotions, etc., quand tout ça lui semble ésotérique, c'est plutôt que de la juger et de se dire quand même elle devrait se relier à ses émotions, etc., ce qu'on entend beaucoup, c'est, pour ma part, j'aime beaucoup faire des mathématiques avec certains clients, parce que même des mathématiques émotionnelles, parce que c'est ce qui leur parle en fait. C'est vraiment ça, c'est-à-dire plutôt que de me dire, ouh là là, la personne, parce qu'elle n'est pas de ma classe sociale, de mon milieu, de ma religion, etc., elle a quelque chose à travailler, je me dis finalement, je me situe à un niveau universel, et c'est ça qu'on vous apprend aussi quand vous devenez coach, je me situe à un niveau universel profondément neutre, et je me mets dans l'univers de chaque personne, et chaque univers est absolument merveilleux, et je vais l'explorer avec cette personne pour qu'elle libère encore plus de possible, en fait. Ouais, je reviens dans les commentaires. Merci à tous vos remarques. Il y a Lydie qui dit pour moi, les ressentis physiques sont les messages de mon intuition complètement. L'émotion se matérialise par un ressenti dans le corps. Et donc, du coup, on peut appeler ça intuition, mais en tout cas, c'est comment je suis à l'écoute de ce qui se passe dans la relation à l'autre. Donc, comment je suis à l'écoute de moi déjà quand je suis seule et que je suis en temps calme. Comment, du coup, quand il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans l'espace, comment je suis attentive aussi à ce qui se joue dans la relation à deux. Et pour, euh, pour l'éthique, pour moi, il y a plein d'éléments qu'a dit Mathieu et que je rejoins. Et j'aurais envie de dire, pour nous, ce qui va être important, c'est parfois, on peut faire une projection, c'est-à-dire où on peut avoir, tiens, ce client, il m'a l'air d'être un manager très dirigiste, et donc je projette quelque chose, et où il me fait un peu peur dans la manière dont il est, quoi que je dise, j'ai l'impression qu'il me juge, ou qu'il ne me trouve pas bon coach, par exemple, ça peut arriver, hein, il y a des gens qui sont comme ça, qui ont l'air de, ou qui ont un poste important et qui ont un effet sur nous en se disant waouh, est-ce que je suis à la hauteur de ce client? Et du coup, ce qui est intéressant, c'est pas de ne pas avoir de projection, c'est de se dire, bon, si j'en ai une, oula, je suis mal à l'aise, ou ce client m'a l'air très comme ci ou très comme ça, peu importe lequel d'ailleurs, que ce soit une projection positive ou une projection négative, c'est d'en avoir conscience et de voir ce que ça fait dans la relation, et du coup, de l'offrir au client peut-être comme une clé. Ça m'est déjà arrivé de dire à un client, c'est marrant, mais quand vous me dites ça, si j'étais un de vos agents ou si je travaillais avec vous, ça pourrait me mettre mal à l'aise, ou je pourrais me sentir incompétente et avoir peur de mal faire lors de la prochaine réunion, par exemple. Est-ce que ça vous parle? Vous voyez, je lui dis ce que je ressens moi dans la relation avec lui, de manière à ce que ça l'aide à comprendre comment peut-être certains de ces N-1 qui n'oseraient pas lui dire sont très mal à l'aise, ont peur de ne pas être à la hauteur par rapport à l'exigence ou la posture qu'il prend dans la commande managériale. Voilà. Et du coup, je regarde s'il y a d'autres réactions. Non, est-ce que tu veux qu'on passe à une question suivante, Mathieu?
peut-être une autre métaphore qui me vient sur l'éthique. Alors j'aimerais beaucoup pouvoir, comment dire, revenir sur les différents points ICF, mais là, ça prendrait des heures, en fait. Ce serait passionnant de revenir sur chacun des points. Au niveau plus métaphorique, ce qui me vient, c'est faire confiance au client, cette notion de lui faire confiance sur le fait qu'il porte en lui le futur, et inhiber cette croyance de, en tant que coach, je veux participer de telle ou telle manière à la société, donc il faut que mon client se libère de telle ou telle manière. C'est faire confiance au fait que le client, c'est le futur, et il va trouver sa manière à lui bien particulière de faire société d'une manière qu'on n'aurait pas forcément imaginée. D'où l'importance d'inhiber nos réflexes, notre morale, nos jugements, pour laisser le client aller vers ce qui est juste pour lui. Donc il y a vraiment cette notion de confiance et que le client porte le futur en lui. Je pense beaucoup à la philosophie de François Roustan, par exemple, cette notion de laisser faire le client. Toute sa vie, on lui a dit de ce qu'il fallait faire, ce qui était moral, ce qui était juste. À notre tour, c'est lui faire vivre peut-être pour la première fois ce que c'est que lui faire confiance et qu'il va y arriver. Ouais. Je trouve que ça, c'est la plus belle clé qu'on peut donner à nos clients, c'est avoir confiance dans le fait qu'ils vont trouver des solutions et d'être juste à côté d'eux en disant j'ai confiance, je vous laisse avancer entre deux séances par exemple. Et souvent, à la séance d'après, le client est assez content de vous dire sur quoi il a avancé et comment ça l'a aidé en fait d'avoir cette confiance dans son évolution possible. Moi, je pense que c'est ça la clé, c'est avoir confiance que chaque être humain peut avancer, peut déployer son potentiel et, euh, et évoluer, j'ai envie de dire presque naturellement, en tout cas en étant soutenu parfois. Parce que pour moi, le soutien est tout, le soutien peut tout et le soutien autorise tout. Donc je trouve que être dans cette juste position de soutien de l'autre est aussi parfois une des clés du coaching. Donc il y a une réaction d'Alexander qui nous dit très justement que Stéphane Gilligan dit que lorsqu'un client a du mal à localiser son ressenti dans le corps, il dit que ça annonce une thérapie nettement plus difficile. Si on parle en coaching, c'est quelqu'un qui ne ressent pas les émotions, effectivement, est déconnecté de son GPS émotionnel. On va aussi beaucoup parler de ça dans la formation, comment on utilise son GPS émotionnel. Et donc, du coup, Alexandre disait, ne manquez pas les clés d'écoute explicites du corps de l'autre, les signes visibles. Oui, ça l'était dans mon schéma. Si vous avez regardé, vous pouvez le retrouver dans le blog hein, si vous voulez aller plus loin. Donc effectivement, la posture, les intonations, les gestes, on écoute tout ça. Il faut écouter à tous les niveaux et avoir conscience de ces différents niveaux d'écoute et de cette capacité à être en pleine écoute, en pleine présence à l'autre. Est-ce que oui? J'aurais envie d'ajouter, mais une extrême humilité aussi dans l'interprétation des gestes, Mm. de ce que veut dire, par exemple, j'ai certains clients qui croisent les bras, je sais très bien que ce n'est pas négatif, c'est parce que c'est leur manière d'être aussi. Hein, et la PNL est très claire là-dessus, la PNL est souvent mal interprétée, alors qu'ils sont très éthiques en fait dans les instituts de PNL et ils disent bien que ces gestes, ça donne des probabilités à la limite tout au plus, ça donne des alertes, mais on ne va pas conclure directement en fonction d'un geste. Et je dirais qu'il pourrait y avoir aussi l'écoute phénoménologique. C'est encore une autre écoute, c'est-à-dire on ne va plus dévisager le client pour voir ce qui se joue. En plus de ça, on va essayer de sentir quelque chose de beaucoup plus profond qui est au-delà même de l'intuition, de la manière qu'a le client d'exister dans la relation de coaching, dans ce qui se joue au niveau de métaphysique et d'existentiel quand on est dans cet ici et maintenant dans la relation avec le client. Et c'est quelque chose qui peut s'apprendre aussi, en fait. Et il y a des personnes dans la phénoménologie qui sont absolument passionnantes. Je vous invite à lire là-dessus. Oui. Et d'ailleurs, dans l'exemple que j'ai donné, c'est tiens, je pourrais ressentir une oppression et est-ce que ça vous parle? C'est de l'offrir à l'autre comme une clé de lecture, un autre regard, et voir si l'autre le prend ou ne le prend pas, et être OK dans tous les cas. C'est-à-dire que c'est à dire non, non, j'ai pas du tout peur, ça m'arrive, hein. Genre, je sens que la personne, elle est tremblante à l'intérieur. Je dis, tiens, c'est marrant, moi, dans une situation pareille, je pourrais ressentir un peu de la peur. Et vous? Non, non, ça va. La personne n'est pas prête à parler de ses peurs. C'est aussi accueillir que souvent on se dévoile un peu comme une pelure d'oignon par étapes et auprès de son coach, il y a comment je respecte l'envie de Oui. travailler sur ce sujet ou pas encore et de voir à quel moment c'est juste en fait. Et donc on a plusieurs autres réactions. Nathalie qui parle des HP en disant qu'ils ont pris justement l'habitude, parce qu'ils sont hypersensibles, de s'être coupés. Alors coaching de reconnexion aux émotions ou forcément thérapie? Point d'interrogation. Je te laisse répondre Mathieu.
Ça peut se faire en thérapie, ce qui est très intéressant. Ça dépend du niveau de souffrance qu'il y a derrière. Mais j'ai toujours tendance à conseiller par défaut la thérapie en parallèle du coaching parce que c'est très complémentaire, même quand il n'y a pas de souffrance particulière. Donc ça se travaille en thérapie, ça peut se travailler en coaching aussi, si ça fait partie des objectifs qui vont permettre d'atteindre un objectif professionnel, stimulant, motivant, qui rend plus libre en fait. Il y a toujours cette notion qu'en coaching, on est aussi dirigé vers un objectif. Et c'est pas je vais travailler ça pour travailler ça, c'est ce qui me passionne dans ce métier de coach. C'est je vais travailler ça parce que ça va être l'occasion de déployer mon message, de changer de niveau, de responsabilité professionnelle par exemple, de vivre quelque chose de fort que j'aurais jamais imaginé vivre. Et là, ça peut donner la motivation pour se reconnecter à ses émotions, alors que le faire pour le faire, ça peut ne pas être si motivant que ça. Mais il faut le faire dans ce cas-là avec une grande délicatesse et respecter, parce que souvent, ça peut être des clients qui n'ont pas été respectés dans leur intimité. Et quand vous avez envie de bousculer le client dans son intimité, c'est peut-être qu'il n'a que trop vécu ça aussi. Donc là, on va porter une extrême attention à, à vraiment lui dire c'est OK si on ne parle pas d'émotion. Et ça peut faire une très belle séance de coaching tout autant. Et là, alors je sais que je vais un peu dans tous les sens, hein, mais ça me fait rebondir sur le fait qu'un client ne peut pas rater une séance de coaching. Tant qu'on est coach, tant qu'on est dans cette écoute, même si l'objectif n'est pas atteint, tant que c'est en conscience, en fait, tant qu'on le débriefe, qu'on comprend ce qui s'est joué, pour moi, c'est un peu comme ce que dit François Roustan, ce qu'il disait, on ne peut pas rater une séance de coaching en tant que client. Et en tant que coach, pareil, même si l'objectif du client n'est pas atteint, on ne peut pas rater sa séance de coaching à moins de ne pas avoir respecté la définition et l'éthique du coaching. Mais tant que ça, c'est OK. C'est réussir à se sentir légitime, quel que soit ce que dit le client, et ça va être un merveilleux cadeau que vous pouvez offrir au client que de faire ça pour vous-même. De vous dire, si je respecte l'éthique et la déontologie du coaching, c'est une belle séance de coaching. Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait quelque chose de forcément extraordinaire. Je ne mets pas la pression de réussite sur mon client. Et le client va pouvoir sentir, parfois pour la première fois de sa vie, que quoi qu'il arrive, il est accueilli de manière inconditionnelle, en fait. Et c'est paradoxalement ça qui va permettre d'avancer. C'est quand on dit souvent dans une séance de coaching, OK, il se passe rien, bon ben OK, il se passe rien, c'est en conscience. Bon, alors comment est-ce qu'il peut rien se passer? Et là, il y a des choses souvent très marrantes et joyeuses qui se passent. Qu'est-ce que ça vous fait qu'il ne se passe rien pendant Ouais. ce coaching? Est-ce que ça fait reflet à certaines de vos situations et comment vous êtes avec le rien? Et il peut se déployer plein de choses. Donc effectivement, pour toutes les gens qui sont sensibles, les HP, et pour vous qui accompagnez des gens qui ont cette sensibilité, c'est comment peut-être vous les accompagner à se reconnecter, mais dans le respect de ce que la personne est venue chercher dans ce coaching. On a un bonjour de Lille, où Chloé est là, et merci à Chloé, elle est responsable pédagogique de différents modules, hein, le leader du sens et le non-agir. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site. Et du coup, j'ai plein de réactions, j'essaie de les lire dans l'ordre. Séverine nous parle de la complémentarité en associant des exercices de sophrologie pour se reconnecter au corps, à ses sensations et donc aux émotions. Et cette approche est encore mal connue. Effectivement, on peut, en tant que coach, se former à différentes choses, donc à la sophrologie. Moi, par exemple, je me suis formée à l'hypnose et j'utilise des séquences de visualisation hypnotique parfois pour débloquer des émotions, des éléments inconscients, des croyances limitantes qui ne sont pas émergées jusque la conscience, mais qui vont pouvoir se dénouer de façon plus souple avec l'hypnose, la sophrologie. C'est des approches qui sont enrichissantes. Et Chloé parle de la métaphore qui permet d'apprivoiser la difficulté et la peur à accéder à l'émotion. Effectivement, parfois, on ne va pas parler de l'émotion, on va utiliser des images, du photolangage par exemple, qui permet de symboliser des choses difficiles et en prenant une forme de recul dans je me positionne, comment est mon parcours de manager par exemple, et je choisis des images pour montrer dans quelle situation je suis. Donc je ne parle pas directement de l'émotion, mais à travers les images et ce que symbolise ce qu'il y a dans la photo, dans l'image, ça permet d'aller plus loin. Est-ce qu'on prend un petit temps pour parler de pédagogie, Mathieu? Peut-être un petit point sur la métaphore, parce que c'est une approche que j'aime beaucoup, c'est que, par exemple, pour faire un méta, quand je vous dis on aime accompagner les gens à s'autoriser à être libres, je suis conscient que dans un petit pourcentage de situations, ça peut être juste pour la personne de ne pas être libre tout le temps. C'est en réalité une phrase métaphorique. Mais
La métaphore, quand je parle d'une boule de lumière qui va dépasser l'écorce et qui va rayonner dans tous les sens, ça dépasse les contradictions internes qu'il y a dans les mots. C'est ce que je trouve très intéressant dans la métaphore, c'est que quoi qu'on dise avec les mots, il y a toujours une exception. Alors pour résumer, je le fais avec le haut potentiel. On est bien obligé de dire des choses, même si on sait qu'il y a un petit pourcentage de situations où ce n'est pas forcément juste. Alors qu'accompagner un client à déployer son paysage métaphorique, je dirais, là, il est vraiment dans le parfaitement juste au-delà des mots, et ça donne d'autres comment dire, possibilités derrière. Et c'est pour ça que je parlais de votre coaching plutôt que de devenir coach. C'est si vous deviez visualiser ce que pourrait être votre style de coaching par une image, qu'est-ce qui vous viendrait en premier à l'esprit? Et là, vous avez déjà quelque chose d'unique, rien qu'avec ça, au-delà des mots. Et après, les mots s'organisent derrière naturellement, les approches, etc. Et je peux vous donner un exemple concret. Je sortais d'une séance de coaching où j'étais un peu perturbée ou pas bien. Donc j'ai appelé Mathieu pour faire un coaching flash. Et il me demande et si tu avais une image de la situation que tu viens de vivre. Et là, tout de suite, en fait, ça m'a permis de comprendre mon inconfort. Je lui ai dit, bah, c'est comme si j'étais dans un escalator et que moi j'essaie de monter et c'est un escalator qui descend. Donc en fait, j'ai l'impression de faire du surplace et pire de voir de redescendre. Ça m'a permis de comprendre ce qui se jouait dans la non-alliance avec le directeur de sa structure et de comprendre que j'étais dans ce positionnement-là. Et Mathieu, avec une question toute fine, hein, vous voyez, qui dit et alors, qu'est-ce que tu as envie de faire ben, juste faire un pas de côté, d'être sur l'escalier qui lui est stable. Et après, on peut déployer sur comment on va faire. Donc pour moi, c'est ça aussi l'utilisation de la métaphore, c'est que consciemment, j'arrive pas à. Je vois bien que je suis pas bien, mais j'arrive pas à visualiser ce qui se passe pour moi dans cette réunion, dans cette. Et du coup, le fait de pouvoir l'exprimer avec des mots imagés, mais du coup, je ressens cette sensation de monter, descendre, de ne pas être équilibré, de trucs, ça va pas dans le bon sens. Et du coup, ça me permet de trouver un autre chemin et d'explorer autre chose. Voilà pour moi ce que c'est la puissance de la métaphore. Je propose que sur le dernier temps de ce live, on puisse parler de pédagogie. En quoi la pédagogie, c'est important pour nous. Je vais partager un écran. Est-ce que toi, tu veux dire quelques mots, Mathieu? Autour de la pédagogie, de l'école, Ouais. là, le premier mot qui me vient, c'est la créativité, en réalité. Mm. C'est vraiment, et l'absence d'ennui. Alors, il ne faut pas employer de termes négatifs, donc je dirais plutôt la stimulation intellectuelle. Oui. C'est les météos qui ne durent pas 2 heures le matin, ça dure peut-être tout au plus 20 minutes, et puis on passe sur quelque chose qui fait vivre vraiment quelque chose tout de suite, sur des outils concrets, même si effectivement l'intention, c'est pas donner des outils, mais c'est vraiment toute cette créativité qu'on va vous apporter, et cette implication qu'on va avoir à vraiment vous faire découvrir des choses, en fait. Alors, je vais partager justement un premier document. Du coup, nous, en tout cas, on vise un coaching intégratif, c'est-à-dire qu'il est une approche qui travaille sur plusieurs savoirs. Donc, la plupart des écoles vont vous donner le savoir, ce que vous voyez en bleu là, les boîtes à outils de coach. Nous, ce qui nous tient à cœur, ce ne soit pas un courant de pensée, mais vraiment une boîte d'outils diversifiée, en parlant de PNL, d'analyse transactionnelle, d'outils de coaching de différents coachs reconnus, parce que je trouve que c'est important. Moi, j'ai lu plus d'une centaine de livres sur le coaching. Ça me paraît important de partager certaines des bases. Mais ce qui me semble le plus essentiel et que je n'ai pas eu, moi, au départ, en me formant, c'est d'avoir des bases théoriques et qui soient structurées. Parce que pour moi, ça partait un peu dans tous les sens et je ne voyais pas le lien entre les choses. Donc, la plupart des gens ont besoin pour se structurer justement d'avoir ces briques qui se construisent. Donc vous voyez, bon, évidemment, l'école et toutes les écoles essaient de vous apporter du savoir. Alors le savoir-faire, vous avez des écoles qui vous en apportent plus ou moins, hein, c'est expérimenté, c'est bien, mais c'est aussi quel retour, quel débrief j'ai. C'est-à-dire que si on n'a pas un débrief fin sur ce qui vient de se passer, pourquoi là j'ai bloqué, qu'est-ce qui se passe là, ça ne permet pas de s'adapter pour les fois d'après. Donc pour moi, ce qui va être important, c'est qu'on va vous proposer beaucoup d'ateliers. La théorie, vous pouvez l'acquérir dans les livres, donc ce n'est pas le cœur de la formation pour nous. C'est plutôt comment vous aider à vous adapter dans toutes les situations, vous faire vivre des ateliers très diversifiés et vous apprendre à vous adapter. Donc ça nécessite un peu de créativité, comme le disait Mathieu. Et le savoir-être, c'est la fameuse posture de coach. Dans quelle intention vous êtes? Si l'intention, c'est juste d'être en présence de l'autre et de savoir qu'il va cheminer toute seule, ça va aider sur cette fameuse posture basse de l'accompagnant en coaching.
Et donc, du coup, on travaillera aussi beaucoup cette capacité d'analyse et de prise de recul, donc, de méta, comme on le dit en coaching, pour voir ce qui s'est passé émotionnellement, ce qui s'est passé aussi physiquement dans l'espace. Donc là, j'ai envie de dire, la plupart des formations vous proposent ça. Mais nous, on veut aller beaucoup plus loin parce que c'est une première base, évidemment. Et ce qu'on va vous proposer, c'est d'avoir, en plus de ce savoir, savoir-faire, savoir-être, du savoir innover, du savoir apprendre et du savoir transmettre, qui sont pour nous le cœur de notre pédagogie aussi pour aller plus loin dans votre position de coach. Donc voilà la suite. Donc c'est le post que j'ai fait ce matin. Alors, du coup, dans le savoir innover, c'est ce qu'évoquait tout de suite Mathieu, c'est comment vous vous donnez la liberté d'innover pour permettre aussi à vos clients en parallèle de le faire. C'est-à-dire que si vous demandez à vos clients de créer des solutions adaptées à leurs problèmes, mais que vous-même, vous ne créez rien du tout, vous êtes là avec votre outil, le petit 1 outil c'est ça, le petit 2 c'est ça, le petit 3, ça va donner une forme de rigidité. Donc comment vous vous donnez aussi des marges de liberté face aux outils. En fait, pour pouvoir le faire, il faut avoir compris l'essence, la philosophie de l'outil et se donner la liberté d'agir et d'ajuster en fonction de la situation. Donc, le savoir apprendre, pour moi, c'est cette capacité, finalement, à être une forme d'anthropologue. Face à chaque client, vous ne pouvez pas dire ah, j'ai déjà coaché des informaticiens, voilà, je vois ce que c'est. Ben non, c'est un être humain. Et donc, du coup, comment vous pouvez apprendre de ce client, de sa façon dont il voit le problème, dont il le perçoit, dont ça fait écho avec ses valeurs, avec ses croyances, et comment cette situation est à chaque fois complètement nouvelle. Et pour moi, chaque client est un nouvel univers à explorer. Et c'est ça qui fait la beauté du métier en même temps, parce que vous pouvez être surpris tous les jours. Il n'y a pas de routine. C'est un métier où, à chaque fois, si vous arrivez avec votre œil d'anthropologue, vous rencontrez un être humain nouveau. Et même si vous le connaissez déjà, la séance d'après, il va avoir évolué a priori. Donc du coup, comment vous le regardez avec un œil d'ouverture à où il en est sur son chemin et comment il est en train de grandir et de s'épanouir. Voilà pour le savoir apprendre. Et un dernier point qui me paraît essentiel, c'est que on vous apprendra aussi à avoir de la pédagogie. C'est-à-dire que appliquer des outils, c'est bien, mais par exemple, je vous donne cet exemple de l'AT qu'on citait tout à l'heure, avec la position parents, enfants et adultes. Si vous n'êtes pas capable de l'expliquer de façon la plus pédagogique possible, vous n'allez pas vraiment transmettre l'outil de manière à ce que votre client soit capable de l'intégrer et de le réutiliser pour lui et ses équipes, par exemple. Puisque le coaching vise avant tout à libérer le client et à lui permettre d'avancer seul. C'est ça tout le paradoxe, c'est que vous êtes utile à un instant T, mais ça doit être sur un temps très précis. Donc comment vous libérez votre client pour que lui-même il continue à apprendre tout seul ou à cheminer tout seul avec l'outil. Donc pour moi, il y a une vraie fonction pédagogique. Donc être coach, c'est aussi savoir expliquer ce qu'on fait ou expliquer quand on utilise un outil. Sinon, si vous n'êtes pas capable de l'expliquer, c'est qu'il y a quelque part un petit souci pour moi. Donc, du coup, notre école, on vous donne beaucoup plus que du savoir ou du savoir-faire et du savoir-être. Pour nous, on va vous accompagner vers du savoir innover, du savoir apprendre de chaque situation et savoir transmettre pour partager encore plus. Voilà ce qu'on voulait vous évoquer sur la pédagogie de l'école. Je regarde si on a des nouvelles réactions. Je n'en vois pas. Est-ce que toi, tu veux réagir, Mathieu, sur cette approche pédagogique intégrative, je dirais? Le mot qui me vient, c'est la congruence entre la qualité de l'accueil, qui est pour nous extrêmement importante, la qualité relationnelle pendant les sessions de formation, mais aussi à l'extérieur, en fait. Ce qu'on modélise sur les réseaux sociaux également, ce qu'on va encourager en coaching, c'est vraiment, et les hauts potentiels ont tant besoin de cette congruence, et, qui n'ont pas souvent dans les écoles de coaching, très clairement. On leur dit facilement qu'ils sont un peu hystériques dès qu'ils ne sont pas d'accord avec le prof, qui dit c'est comme ça, c'est pas autrement. La systémique, la T, c'est comme ça. Et puis, nous, on ne va pas simplement vous expliquer, en tout cas notre intention, c'est pas de vous expliquer la T ou la systémique, c'est d'aller à un niveau métaphysique, en quoi ça fait sens, en quoi c'est congruent d'utiliser ces approches, en quoi c'est pas quelque chose qu'on plaque comme ça, comme une croyance qu'on n'aurait jamais questionnée nous-mêmes. En quoi
dans la relation avec le client, ça va permettre de trouver le sens, la légitimité, la sérénité d'utiliser ces approches. Donc, il y a vraiment le mot de congruence qui me vient à l'esprit. Oui, et pour moi, derrière cette notion de congruence, je trouve que pour toutes les personnes qui ont ce besoin de cohérence, si le formateur vous parle de bienveillance et que à la première fois où vous ne faites pas l'exercice comme il a demandé, il vous fait un débrief genre tu as oublié le point 3 ou tu n'as pas été suffisamment attentif. Vous voyez, là, moi je l'ai eu dans plein de formations de coaching, honnêtement. Et du coup, là, en interne, ça fait un truc genre faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et c'est compliqué, en fait, d'apprendre avec quelqu'un qui ne modélise pas ce qu'il vous enseigne. Donc, il y a la théorie, mais il y a surtout la pratique et il y a surtout ce que la personne reflète. Donc, pour moi, si vous devez vous former, posez-vous d'abord la question, est-ce que l'école que je choisis, elle partage des valeurs et elle partage une forme de pédagogie, de transmission qui correspond à ce dont j'ai besoin moi. Et chacun ses besoins, mais en tout cas, pour nous, la sensibilité et la congruence, elle est clé. Et d'ailleurs, on se le dit nous-mêmes aussi. Si je dis quelque chose à Mathieu et je ne le fais pas, et il est tout à fait libre de me faire un méta pour dire tiens, on avait dit que. Et c'est OK. Et c'est comment on s'ajuste en étant le plus. En essayant de s'ajuster en permanence sur un niveau de cohérence le plus fin et le plus respectueux possible des gens qu'on accompagne. Donc, Chloé nous dit la pédagogie corporelle aussi, avec l'incarnation de la posture désirée par chacun. C'est vrai que si je dis à mon client, je suis très ouvert pour écouter tous vos enjeux et que en fait, je sais pas, je regarde mon téléphone ou je regarde par la fenêtre, ça montre pas ça. Donc on va vous apprendre aussi en vous faisant des retours sur ce qu'on observe de vous quand vous êtes en train d'accompagner, de manière à vous aider finement à ajuster la distance avec l'autre, le partage du questionnement, la vitesse aussi, parce que parfois quand on est HP, on veut aller vite et on pose beaucoup de questions, mais l'autre, il a besoin de temps de réponse. Donc c'est comment vous pouvez apprendre le silence, à aimer le silence avec l'autre. Pour moi, ça fait partie de ça aussi. L'accompagnement, c'est de trouver un équilibre dont je suis bien avec l'autre et je ne suis pas en train d'essayer de projeter qu'il faut aller vite pour avoir des résultats parce que je veux montrer ma légitimité de coach. Donc c'est tout un volet à travailler. Bon, eh ben écoute Mathieu, est-ce que tu veux ajouter un petit mot de la fin? Petit mot de la fin, ce qui me venait aussi pour l'école, mais tu me diras si tu es d'accord Nathalie, c'est l'exigence sur la qualité relationnelle. Exigence en toute bienveillance, bien sûr, ce n'est pas l'exigence du professeur, c'est cette exigence d'être attentif avec nous à ce que vraiment vous puissiez développer cette sécurité ontologique dans la relation avec le client. Parce qu'on pose l'hypothèse que le marché du coaching gagne largement à évoluer sur cette notion de mettre l'autre en sécurité dans la relation. Et ce n'est pas simplement ne pas donner de conseils, c'est cette notion d'amour inconditionnel qui manque trop dans notre société aujourd'hui. On le voit bien avec l'actualité en ce moment. Donc, c'est mettre de l'amour inconditionnel. Ça pourrait être le mot de la fin d'ailleurs. L'intention de mettre de l'amour inconditionnel dans la relation avec les autres et avec soi-même, du coup, en reflet. Mmh. Et effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de coachs dans les statistiques qui ne vivent pas de leur activité de coaching, qui sont obligés d'avoir d'autres métiers ou qui gagnent peu d'argent. C'est lié pour moi aussi à la qualité de l'accompagnement proposé. C'est-à-dire que si le client ne voit pas la différence entre un coach et un consultant, il ne va pas faire appel à cette personne. Donc du coup, pour nous, on va mettre en tout cas une attention, une vigilance particulière sur la qualité d'alliance, la qualité de présence à l'autre. Et du coup, c'est ça qui va faire que vous serez un coach qui se sentira légitime et aussi qui va pouvoir trouver une place sur ce marché du coaching parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont besoin de cette qualité d'écoute, ce Ouais. qui leur permet de poser leurs difficultés en se sentant en sécurité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez avoir une grande sécurité intérieure, une grande sécurité ontologique, comme le disait Mathieu, de manière à pouvoir accueillir qu'est-ce que soit ce que l'autre va poser comme enjeu, comme difficulté sur la table. Et donc ça, nous vous accompagnerons à renforcer votre légitimité, votre sécurité intérieure dans la manière d'accompagner un autre être humain qui, lui, est fragilisé ou est instable, puisque s'il vous a contacté, c'est qu'a priori, il passe une tempête ou quelque chose qui le fragilise.
Donc, il faut avoir conscience que se former au coaching, c'est déjà un processus permanent pour moi, c'est être dans une Oui. dynamique, et c'est se transformer soi-même pour pouvoir aller plus loin. Voilà. Bon, eh ben, merci à tous pour vos questions, vos réactions. On va faire des lives tous les lundis, de manière à vous donner des autres regards, des clés de lecture sur notre façon de voir le métier. Et donc, on vous dit à bientôt. À bientôt.